Ok, bonsoir. On, on va essayer de décortiquer l'actualité. On va essayer de décortiquer l'actualité de la semaine. Voilà. Et nous parlerons de trois sujets principaux. Nous parlerons de ce qui se passe au Sénégal avec l'approche de la gouvernance sénégalaise du président Diomaye Faye. Nous parlerons de l'incident, le cambriolage qui a eu lieu à la présidence de la République au cabinet du DCC, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, qui est normalement un proche collaborateur du président de la République, qui s'occupe de ses affaires privées. Et donc, son cabinet qui aurait été cambriolé. Donc, nous allons essayer de faire une analyse de ce fait divers quand même rarissime, pour ne pas dire qui n'a jamais existé, qui n'a jamais eu lieu dans aucun pays du monde. Voilà. Donc, au Cameroun, c'est possible. Et nous allons essayer d'interpréter ce fait divers qui est quand même curieux et inquiétant pour non seulement la sécurité d'une nation, d'un pays, mais également qui peut traduire les mœurs, la mentalité des personnes qui nous dirigent, des personnes qui sont censées être les exemples de probité, de rigueur et de clarté dans une société. Surtout que c'est un énième fait divers dans une république à scandale, une république de scandale. Voilà, donc nous allons un peu aborder ça et nous parlerons de la carte nationale d'identité au Cameroun et les nouvelles réformes sur l'obtention de cette carte nationale d'identité. Le coût de production et qui produit la carte nationale d'identité et dans quel délai cette carte d'identité est produite. Donc nous allons un peu aborder ce sujet. Voilà, nous espérons avoir quelques intervenants aujourd'hui, des gens qui voudront monter pour qu'on discute de manière conviviale de cette actualité. Donc, dans exactement 3 minutes, nous allons démarrer. Le temps que les gens se connectent encore, que vous partagez, parce que je pense que c'est important de partager, et que je puisse peaufiner quelques réglages. Alors,
ministre directeur de cabinet civil aurait profité pour empocher cet argent. Alors, on va donc démarrer. On va démarrer. Bon, on va commencer par quoi? Allez, on parlera de l'actualité sénégalaise. Et on sait que au Sénégal, il y a eu lieu une élection présidentielle qui a vu la victoire de l'opposition et notamment du couple Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Voilà un ticket gagnant, jeune, dynamique, qui a décidé d'opérer une rupture avec la gouvernance un peu type colonial de leur prédécesseur, le nommé Macky Sall. Macky Sall, qui lui-même fut un jeune opposant dynamique qui avait la volonté de gouverner différemment de ses prédécesseurs et qui arrivait au pouvoir en installant une certaine forme de gouvernance par privilège, gouvernance un peu par procuration, procuration donnée par la tutelle, l'ancien maître, mais qui demeure maître et qui demeurait maître du Sénégal et de beaucoup de pays africains, j'entends la France. Et donc, une gouvernance où il n'y avait pas une vraie redistribution des avantages et de la richesse du pays. Une gouvernance de privilégiés. Et on a vu Macky Sall lui-même mener un train de vie de seigneur, un train de vie du type les émirs des pays du Golfe. On l'a vu dans son avion présidentiel en train de célébrer la victoire du Sénégal contre le Cameroun, dans une posture qui, moi, m'a choqué quand même particulièrement, parce que un président de la République ne saurait être un homme à part, un homme exceptionnel, un homme qui ne se mélange pas aux autres, même à ses collaborateurs, et qui va donc avoir va observer une certaine distance avec ses collaborateurs et avec le peuple. Donc, on l'a vu être dans sa petite mais coquette cabine de son avion présidentiel, à jubiler finalement tout seul le but sénégalais face au Cameroun, mais avoir le réflexe de vouloir un peu partager cette joie avec ses collaborateurs qui, eux, étaient donc parqués dans le compartiment principal, essentiel, vaste de cet avion présidentiel. C'est pour dire que, quoi qu'on puisse penser de soi-même, on ne peut pas vivre isolé des autres et il faut savoir vivre dans la simplicité,
même avec ses collaborateurs, et surtout, il faut même vivre avec simplicité avec ses collaborateurs, car c'est quand même eux qui font de nous ce personnage central, essentiel, qui est un guide pour les autres. Donc, il faut vivre dans la simplicité, et Macky Sall ne l'a pas fait, mais il a su quand même donner à ses collaborateurs des privilèges qui décalent avec la réalité que vivent les Sénégalais. Et donc, le ministre au Sénégal avait des privilèges à vie, même après avoir perdu le portefeuille. Et ça, c'est une tradition française. Surtout, et ça, je le dis avec certitude, certains postes des députés, le président de la République, le Premier ministre, qui gardent des privilèges même après être partis de la fonction pour laquelle ils avaient bénéficié de ces privilèges-là. Donc, on a un privilégié à vie lorsqu'on occupe une certaine fonction politique dans certains pays, notamment en France. Et la France a donc exporté ce non-sens, a exporté cette façon de voir en fait une fonction qui devrait être plutôt une fonction de sacerdoce. Car la politique ne devrait pas être un métier. La politique devrait être un court passage dans la vie d'un être humain qu'il consacre au service public, à la nation. On est d'abord quelqu'un quelque part, on a une fonction, on est avocat, on est médecin, on est banquier, on est agriculteur, et on décide de mettre au service du peuple ses connaissances et surtout sa disponibilité à pouvoir servir l'intérêt général. Mais il y a des gens, et partout dans le monde, qui en ont fait un métier, au point où, en fait, ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça comme métier. Car ils ont commencé la politique très jeunes. Très jeunes, et ils n'ont fait que la politique. Ils n'ont fait que savoir parler, tromper, mentir sa population, sa circonscription, se faire élire à promettre des choses irréalisables. Et en général, ils n'ont souvent pas réalisé le tiers de ce qu'ils ont promis. Mais ils ont profité de ce mandat, de ces mandats ou de ces décrets présidentiels et autres pour se servir plus que servir. Et donc, avec ce genre de privilèges, on peut comprendre que des paresseux, des gens qui ne se sont pas donné des moyens d'être indépendants, s'accrochent au pouvoir, font tout pour passer de mandat à mandat et passer finalement toute leur vie à vivre de manière royale, au solde du contribuable. Et sont prêts à toutes les manigances, sont prêts même parfois à trahir leur courant politique pour passer chez l'ennemi, parce que l'ennemi est celui-là qui va finalement arriver au trône et va perpétuer ces avantages-là. Et donc, la Constitution française, la gestion de la chose politique en France, octroie à
des hommes politiques, des présidents de la République, des ex-présidents de la République, des royalties qui ne sont pas méritées, au vu des difficultés que les peuples ont à pouvoir joindre les deux bouts. Macky Sall a donc reproduit ce schéma et accordé aux ministres sortants, aux ex-ministres, des privilèges que le pouvoir en place aujourd'hui a décidé d'annuler. Et ça, c'est une rupture très importante, moi qui m'a marqué. Ça, c'est un fait qu'il faut savoir relever. Et quand les choses se passent bien, quand des actes politiques sont salutaires, il faut savoir le reconnaître. Et donc, je dis bravo à l'équipe dirigeante sénégalaise qui multiplie un certain nombre de réformes pour marquer la rupture avec la gouvernance de Macky Sall. Tout ne se fait pas d'un coup, ça se fait progressivement, mais ça doit se faire et ça a le mérite d'être relevé et d'être encouragé. Donc je dis bravo et ça prouve aussi que il n'est pas bon de vivre dans un pays qui a une certaine immobilité dans la gouvernance, dans l'évolution des politiques et surtout dans le statu quo des dirigeants. Car, on le sait tous, on a tendance à un moment donné de saturer, de ne pas être capable d'innover, de ne pas voir la nécessité de faire autrement. On vit dans ses acquis et on ne pense pas devoir changer ses acquis. Durer au pouvoir simplement pour durer. Être au pouvoir avec pour seul objectif de perdurer au pouvoir n'a jamais été un atout pour un pays. Et c'est pour cette raison que beaucoup de pays et les pays démocratiques ont mis en place une limitation de mandat présidentiel. Car la longévité au pouvoir sclérose nos neurones et notre capacité à pouvoir opérer un dépassement par rapport à ce qu'on a comme acquis. Et donc, c'est pour ça que on observe que chaque fois qu'il y a un changement de régime dans un pays, il y a quelque chose qui change aussi. Souvent, ça n'atteint pas les objectifs qui ont été fixés lors des campagnes électorales. Parce que d'ailleurs, très peu d'hommes politiques arrivent à respecter tous les engagements de campagne. Mais au moins, on sait que certaines choses sont faites. Certaines choses sont faites. Et il faut savoir capitaliser la lune de miel, comme dans un mariage, les 100 premiers jours. Les 100 premiers jours de mandat sont très importants pour voir en fait quel est le cap que donne le nouveau régime à sa présidence. Et il faut aller vite avec des réformes fortes dès le départ. Parce que d'ailleurs, ça permet de jauger non seulement sa popularité, mais la réceptivité d'un peuple à pouvoir accompagner ces réformes-là. Et ça, c'est ce que les dirigeants sénégalais sont en train de faire avec un certain nombre de réformes. Comme aussi au Gabon, Monsieur Oligui Nguema a opéré un certain nombre de réformes fortes dès le début. Ça permet justement de marquer les esprits. Alors vous imaginez que quand on a 2, 3, 4 mandats, à un moment donné, on est blasé. On ne peut pas faire des efforts. Et il revient au peuple
de dire aux dirigeants que bon, à un moment donné, c'est bon, il faut qu'on passe à autre chose. Le peuple doit être exigeant à ce niveau. Le peuple doit élever ses standards d'exigence de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance passe même aussi déjà par l'alternance politique. Un régime qui dure au pouvoir, un régime qui devient inefficace, de manière naturelle. De manière naturelle. C'est humain. C'est humain. Voilà. Donc, toutes les nations qui vivent des changements de régime par une expression démocratique aboutie, c'est des pays qui vont avancer plus que ceux qui restent dans la confiscation des pouvoirs. Le peuple camerounais est donc face à son histoire, face à sa responsabilité. Voilà. Et on ne peut pas se mentir, car on ne ment pas l'histoire. Tout comme on ne peut pas mentir la maladie. Moi, je vois souvent des patients, et c'est le réflexe du patient. Venez, vous lui avez pris une tension. Il a une tension à 17 cm de mercure, c'est que 170 mm de mercure. Le réflexe du patient qui vient chez vous. Ah non, c'est que je n'ai pas bien dormi. Donc là, j'étais stressé là pour arriver. Alors, parce que ces derniers temps, on m'a changé de boulot, je travaille maintenant la nuit et tout ça. Bon, ce truc-là. Les malades, c'est ça. Par expérience, c'est un constat. Le malade refuse souvent sa maladie. Il faut trouver une raison. Et c'est une raison qui explique que non, c'est passager, c'est rien. Et moi, ça m'amuse souvent de dire, quand le patient finit de dire, ça veut dire que, bon, parfois, non, c'est que je suis trop fatigué ou bien je suis trop stressé. C'est que, ben, écoutez, vous connaissez un être humain ici, là, qui n'est pas stressé. Mais tous les stressés n'ont pas 170 mm de mercure de tension, puisque la tension normale doit être inférieure à 140 mm de mercure. Je précise toujours l'unité parce que les gens ont tendance toujours à prononcer les deux chiffres, disons 14. Si vous dites 14, c'est 14 cm de mercure, ou alors c'est 140 mm de mercure. Mais il faut toujours prononcer les trois chiffres, parce que si vous arrondissez à 14, vous ne savez pas ce qui est derrière le 4 là. Quand vous dites 146, derrière le 4 du 14, il y a 6. Or, le chiffre 6 là, il est important. Parce que si vous voulez arrondir et que vous arrondissez 146, vous devez dire 15, mais pas 14. Voilà. Donc, c'est juste un aparté par rapport à une situation qui est fréquente où les malades ont du mal à savoir interpréter le chiffre de la tension. Donc, je vous disais que avoir 170, on ne peut pas imputer ça simplement au fait que bon, non, c'est que je suis fatigué. Bon, quand je suis arrivé là, bon, j'ai un peu, j'étais pressé, alors que ça fait 20 minutes qu'il attend là son tour. Bon, il est assis, il s'est reposé. Ou encore, bon, j'ai perdu ma grammaire. Non, le stress, oui, c'est un facteur important, mais il ne peut pas expliquer une différence aussi importante entre la norme qui est inférieure à 140 et le 170. Donc 30 mm de différence, non. Mais les gens ont tendance à le faire, à minimiser. Mais si vous minimisez votre état de santé, votre état morbide de maladie, c'est pas pour autant que la maladie n'est pas dedans. Elle ne va pas avancer. Elle va évoluer. Quel que soit ce que vous voulez dire, la maladie va évoluer. Donc, on ne peut pas se cacher derrière certains arguments. On veut la paix, on veut le moindre risque, on veut voir les enfants grandir, c'est là pour justifier de vivre dans un pays où
des adultes de 40 ans n'ont connu qu'un seul président. Rien ne peut justifier qu'un adulte, un papa, qui peut même déjà être grand-père, parce qu'à 40 ans on peut être grand-père. Il suffit d'avoir eu, comme ça là, l'enfant à 16 ans, un garçon, il peut être père à 16 ans. Et quand il aura 16 fois 2, ça fait combien? 32 ans. Son enfant aura 16 ans. Ben, son enfant peut accoucher. Vous imaginez? Donc, quand il aura 40 ans, ben, son enfant aura, je ne sais pas trop, peut-être 18 ans ou 19 ans, peut accoucher. Donc, on peut être grand-père à 40 ans. Donc, un grand-père de 40 ans qui n'a connu qu'un seul président, vous ne pourrez jamais vous développer. Vous ne pourrez pas sortir de la situation de sous-développement. Ce n'est pas possible. Sauf si vous avez à la tête de votre république un homme qui est fondamentalement nationaliste, dans le sens noble du terme, qui aime son pays et qui met en place des mécanismes qui ne laissent pas cours à la gabegie, à la corruption, à la facilité, mais qui promeut l'excellence. Mais c'est exceptionnel. Et le Cameroun n'est pas dans cette exception-là. Donc, il faut que le peuple camerounais, s'il s'aime, fasse tout pour exiger une alternance. Or, cette alternance-là, comment elle peut arriver avec un certain nombre de comportements? Des comportements de nos dirigeants qui posent problème. Et nous allons donc parler du vol qui a eu lieu, cambriolage, au sein du sein, à l'endroit supposé être le plus sécurisé de la République. Le deuxième étage du palais présidentiel, le bureau du directeur du cabinet civil, l'homme qui voit le président de la République quand il veut et qui a donc vu son bureau visité par des intrus, des gens qui n'avaient pas le droit d'y être, mais qui sont entrés comment? Où étaient les caméras de sécurité? Qui leur a donné les clés? Comment ça s'est passé? Et pour y dérober 6 milliards de francs CFA. 6 milliards. Donc, on garde 6 milliards de francs CFA dans un bureau, pas à la banque, dans un bureau. 6 milliards. Et comme j'ai toujours dit, même si c'est un fake qui n'a pas été démenti, même si c'est un fake qui n'a pas été démenti, il se trouve quand même que c'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Il y a des blagues qui n'en sont pas, qui sont proches d'une réalité. Il y a des blagues qu'on ne va pas faire pour telle personne ou pour tel pays. Donc si on fait ça,
c'est que on estime que c'est possible que ça arrive. Donc, cette histoire nous renseigne simplement sur l'état de la nation, de la capacité qu'ont les dirigeants camerounais à poser des actes les plus inattendus, les plus abjects, les plus irresponsables, indignes d'être dirigeants d'une nation, d'un peuple. Combien de fois on a entendu parler du vol d'argent dans les chambres des ministres et des sommes à vous donner le tournis, sans que ça n'émeuve plus que ça un peuple qui est quand même en agonie. On vous dit qu'on a volé tel nombre de millions ou de milliards chez un ministre, chez ceci, cela. Le peuple observe. Et on passe à autre chose. On passe à un autre fait divers. Et ces gens-là, sont en poste. Or, c'est une preuve que c'est des voleurs. Puisque aucun fonctionnaire, aucun ministre ne peut avoir autant d'argent. Déjà, même si c'est dans son compte bancaire. À plus forte raison, chez lui à la maison. Et on n'exige pas de celui qui a eu l'onction du peuple. On n'exige pas de lui de sévir. Donc c'est devenu une gymnastique. On apprend maintenant qu'un certain Hervé Mbapou, un homme à un parcours obscur, qui n'aurait aucun niveau, aucune compétence, aucune fonction, est aux arrêts pour avoir dealé avec l'homme qui murmure aux oreilles du chef de l'État, le contre-amiral Fouda, pour une histoire de 170 millions de francs CFA. Transportés comme ça là pour distribuer aux uns aux autres. Et on nous parlerait même de l'implication de la première dame. Nous sommes donc dans un pays où les transactions, les deals, les détournements, les vols de l'argent public ressemblent à l'époque des Al Capone, de la prohibition de la vente illicite de l'alcool et autres, où ça flinguait, ça transportait des camions d'argent à gauche, à droite, avec des factions prêtes à détourner des livraisons et autres. On est dans ça. On est dans ça. La République camerounaise est devenue le Far West, est devenue la mafia sicilienne. Et quand vous entendez les Africains parler du Cameroun, comme ce fut le cas à la faveur du championnat d'athlétisme qui s'est déroulé au Cameroun, quand vous entendez les étrangers parler de nous, de notre pays, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais on a l'impression que ça ne nous concerne pas. On a l'impression que ce qu'on dit, et même tout ça là, bon, oui, mais bon, c'est comme je mange encore mon macabo là, bon, c'est pas grave, on peut avancer, oui, c'est très mauvais. Parce que, de toutes les façons, toute personne qui ne fructifie pas sa richesse finit par s'appauvrir. Toute personne qui ne fructifie pas sa richesse finit par s'appauvrir. Donc le Cameroun qui ne produit rien, qui ne multiplie pas sa richesse, car elle ne fait que s'effriter à la faveur des vols tout azimut, à tous les richesses.
le Cameroun ne va faire que s'appauvrir. Faut pas croire que si aujourd'hui, vous avez la capacité de manger 1000 francs par jour, que demain, en 2025, quand les mêmes vont reconfisquer le pouvoir, que vous pourrez avoir 1500 pour manger par jour. Ce n'est pas possible. Vous aurez 500 pour manger par jour. Si aujourd'hui, le Camerounais a 1000 francs de repas quotidiens, sachez que avec le même régime, après l'élection en 2025, ce sera 500 par jour. Et à la fin de ce énième mandat, ce sera 200 par jour. Ainsi de suite. C'est la loi de la nature. C'est ça. Donc, où nous prenons conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer, car ils ne vont pas cesser de voler. S'il n'y avait pas eu de bisbilles dans l'affaire de Hervé Bapou, on a vu des audios passer à gauche à droite. S'il n'y avait pas eu un couac quelque part avec la banque Afriland et consorts, le soupçon de blanchiment d'argent, s'il n'y avait pas eu ça, on ne saurait pas que autant d'argent circule pour voilà, des transactions illicites. On ne saurait pas. Imaginez donc le nombre d'affaires dont on n'est pas au courant. Imaginez. Mais il y a donc des gens qui ont pour fonction là de nous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, il vous rappelle que ça se passe aussi ailleurs comme ça. J'ai envie de vous faire, je ne sais pas si c'est cette séquence-ci, j'ai envie de vous faire écouter l'intervention d'un monsieur qui s'appelle le colonel Badjek, colonel à la retraite, mais en fait qui n'est pas à la retraite, qui est le porte-parole de l'imposture du régime de M. Paul Biya. Et consultant attitré, consultant expert en affaires de sécurité de la chaîne Info TV, ce monsieur, aujourd'hui, dans le débat d'aujourd'hui, a essayé de nous expliquer l'inexplicable. Je ne parle même pas de l'autre consultant attitré, qui est Mathias Oronangini, qui d'ailleurs, aux yeux des Camerounais normaux aujourd'hui, n'a aucune crédibilité. Car on ne peut pas être aussi différent de soi-même en opérant un retournement de veste à 360 degrés. Bon, donc lui, il ne m'intéresse pas. Mais le colonel Badjek, on va parler, je vais vous montrer, je ne sais pas si c'est cette séquence-ci là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Non. Le spécialiste, c'est ce que nous voilà. D'accord, nous partons d'une continuité d'un crime qui s'est posé. C'est un crime, me semble. Et le problème maintenant, c'est quelle évaluation nous en faisons. Et là maintenant, moi, je peux disséquer et dire que le fait final recherché de cette affaire est politico-médiatique. Parce que le lieu où le crime est posé, ça pose et prête à certaines confusions. Je dois vous dire quand même que le déroulement d'une enquête obéit à une certaine
continuité dans la pratique professionnelle. Il y a d'abord le constat que l'on fait des éléments qu'il y a sur le terrain. Ensuite, il y a le mobile que l'on peut devenir parce que l'enquêteur devrait être éveillé sur les possibilités de mobile. Pourquoi est-ce qu'on a commis le crime? Ensuite, maintenant, il y a les possibilités et les analyses que l'on fait, n'est-ce pas, de ces mobiles avec les preuves que l'on devrait avoir sur le terrain, parce que lorsqu'on fait le constat, on essaie de prendre des éléments de preuve. C'est ensuite donc, n'est-ce pas, on peut avoir des présumés auteurs du crime que l'on va interpeller, que l'on va interroger, mais qui vont bénéficier auparavant, n'est-ce pas, de la présomption d'innocence. Mais lorsque, n'est-ce pas, tous les éléments qu'on a en notre possession, n'est-ce pas, eh bien, vont tendre à l'inculpation de l'intéressé, eh bien, on va repartir faire ce qu'on appelle la reconstitution dans la condition des faits. À partir de ce moment, vous aurez l'origine, n'est-ce pas, la nature, en fait, je veux dire, l'identité de l'auteur. On peut donc maintenant tirer des explications que l'on va étendre sur le plan politique. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que derrière cette affaire, il y a un bon groupe stratégique qui voudrait profiter de ce fait pour jeter l'opprobre sur les institutions aujourd'hui. Ça, on est obligé de le dire. On voudrait prouver quoi? La déliquescence de la présidence de la République et tout le système et celui qui le dirige. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que c'est comme ça que ça se passe. Moi, je dis qu'on va un peu tout en besoin. Si on s'arrête, c'est même pas la phase que je voulais vous montrer. Mais essayons même un peu d'analyser cette séquence-ci. Essayons d'analyser cette séquence. Comment un homme sérieux, qui d'ailleurs tient à ce qu'on appelle le docteur-colonel, docteur en sciences, je ne sais pas trop de quoi, mais bon, donc c'est un intellectuel affirmé. Comment il peut même essayer de justifier que non, l'État est debout, l'État est dirigé, mais c'est peut-être des officines cachées, je ne sais pas trop où, qui voudraient faire croire que, bon Dieu, qui a levé la sécurité de la présidente de la République? C'est quelle officine? C'est Aimé Boni? C'est vous? C'est qui? Qui est en charge de la sécurité du palais présidentiel? C'est qui? Si ce n'est le président de la République lui-même et ses collaborateurs. Donc, quand on vient voler au palais présidentiel, qui doit-on accuser si ce n'est l'institution qu'on appelle le président de la République, puisqu'on nous dit que c'est une institution? Comment quelqu'un peut donc toujours vouloir dédouaner le principal responsable d'une situation qui traduit effectivement l'absence d'un État, l'absence d'un régime, la défaillance d'un régime? C'est quand même extraordinaire qu'un monsieur qui se dit expert en sécurité, qui est un colonel, c'est à la retraite, mais une retraite pas voulue parce qu'au Cameroun, on ne veut jamais aller à la retraite, et qui essaye par ce genre de contorsion de se donner une certaine légitimité auprès de ceux-là que lui, il essaie de dédouaner. Parce que l'État n'a jamais tort. L'État n'a jamais de responsabilité. L'État est fort dans la répression, mais jamais à vouloir assumer sa responsabilité. Voilà donc ce que ce colonel nous explique. Le détenteur de ce genre de choses. Voilà. Écoutez. Parce que c'est quand même la première puissance militaire et la première puissance en matière de sécurité, mais on a quand même réussi à rentrer, même si vous dites que c'était dans un contexte différent, c'est des badauds qui ont réussi à voilà, c'est un match de programmation. Donc ça peut arriver. Maintenant, quelle explication? Alors, et là, c'est fort. Peuple camerounais,
on est mal parti. On est mal parti si nous ne prenons pas notre destin en main. Voilà un individu qui a fait un grand écart entre ce qui s'est passé au palais présidentiel du Cameroun et l'événement qui a eu lieu au Capitole aux États-Unis, qui est un peu comme le Parlement américain, au Capitole, à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle américaine dernière, où Trump n'acceptait pas sa défaite et où ses partisans, aussi fanatiques que certains groupes camerounais, donc des fanatiques prêts à tout pour leur leader, ont décidé de faire une descente dans un lieu sacré. Évidemment, le service de sécurité du Capitole, pas habitué à ce genre de hooliganisme, s'est vu déborder. Oui, s'est vu déborder. Et donc ça fait partie d'un événement effectivement inattendu parce que qu'il y ait une attaque de l'extérieur, d'un pays extérieur, on peut encore comprendre, mais pas sa propre population sur un fait. Bah oui, vous avez perdu l'élection, vous contestez. Al Gore avait contesté sa défaite contre le fils Bush. Al Gore avait contesté, mais c'est pas arrivé jusqu'à ce niveau d'effraction, de profanation due à des fanatiques religieux, car Trump en lui-même a une religion aux États-Unis aujourd'hui. Voilà. Mais comment on peut comparer ça à une histoire de banditisme interne? Car personne n'est venu de l'extérieur pour cambrioler le bureau du directeur du cabinet civil. Personne n'est venu de l'extérieur. Ça se fait entre eux là. Entre eux. C'est-à-dire que le bandit se trouve à l'intérieur. Le bandit, c'est quelqu'un qui a un badge pour entrer à président de la République. Donc, c'est quelqu'un qui est censé être un haut responsable nommé par le président de la République. Donc, le président de la République nomme des bandits, des voleurs, des cambrioleurs. C'est là-dedans. Donc, comment on peut demander donc à une population, à un peuple, d'être discipliné, d'être respectueux des règles qui régissent la société? Comment on peut demander ça à des affamés et des gens qu'on affame, alors que ceux-là même qui sont rassasiés, qui ont tout, et qui sont même censés avoir un niveau intellectuel élevé, font exactement le contraire de ce qu'une république exige de sa population? Comment? Et voilà donc un Koné Badiek qui vient nous expliquer l'inexplicable. Ceux qui ont profané, qui ont vandalisé le Capitole, c'est des voyous. Il les compare donc à ceux qui sont censés avoir le décret présidentiel, à diriger, à donner même des injonctions à l'équipe gouvernementale, parce qu'on sait que tout se décide à Etoudi. Voilà donc comment le Cameroun, le régime camerounais a fabriqué ce que Norbert Zongo, ce journaliste burkinabé, je le rappelle toujours, qui combattait l'imposture du régime de celui-là qui a tué Sankara, son camarade de classe. Norbert Zongo parlait de 3 niveaux de compromission. Le premier niveau étant occupé par les intellectuels opportunistes
qui ont pour mission de fabriquer des dirigeants à peu près normaux, alors qu'en réalité, c'est des monstres. De donner un certain contour idéologique à des politiques de répression. Et Lokone Badjek en fait partie. Lokone Badjek nous explique que ce qui s'est passé en président de la République, au bureau du DCC, où on a cambriolé et volé beaucoup d'argent du peuple camerounais. C'est la faute à des officines tapis dans l'ombre qui essaient de déstabiliser le régime, qui essaient de montrer que le régime est absent alors que le régime est présent. Une connerie. Et deuxièmement, il nous explique que mais ça n'arrive pas que chez nous, ça se passe partout, même la première puissance, on a ça, alors qu'il n'y a pas de rapport, c'est deux exemples différents. Évidemment, le peuple camerounais, au moins une partie du peuple, une bonne partie, va croire que ce monsieur a raison. Attends, docteur, colonel, et tout, s'il parle, ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Ce d'autant plus que personne sur le plateau, et surtout pas le journaliste, ne le reprend en lui disant, là, tu racontes des conneries. Et donc, une partie du peuple va finir par banaliser ce fait. Pas banaliser. Je ne sais même pas si je suis suivi, parce que je me rends compte que il n'y a aucun commentaire, il n'y a rien du tout. Je me pose des questions. Si vous êtes là, parce que je parle depuis un certain temps, mais il n'y a rien du tout. Je vais un peu vérifier là-bas, si vraiment... Ah, vous êtes là. Mais c'est bizarre. Sur le téléphone, il faut que je me déplace peut-être. Parce que là, je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi les commentaires n'apparaissent pas ici. Mais quand je suis allé sur mon ordinateur là-bas, je vois qu'il y a quand même des commentaires. Donc, je vais finir bientôt mon propos et puis je vais essayer de répondre aux commentaires à partir... Ah, ok. Là, je vois effectivement, tu es suivi, Doc. Il y a les commentaires, même comme vous ne répondez pas. Ah oui, c'est peut-être... Parce que je ne voyais pas les commentaires. Mais je vais répondre. Je vais trouver le temps après de venir répondre. On vous écoute. Ok, super. Vous êtes bien suivi. Campaoré. Voilà, illustration espagnole, je connais. Sac à dos par excellence. Ok. Benoît Yeke, bonsoir Frangin. Ok, bon, voilà, donc c'est bon alors. Bon, je vois que, oui, bon, ok, je me disais, mais tiens, c'est quand même bizarre. C'est parce que mon téléphone, bon, disons, mon téléphone là, disons, lancez-moi même un téléphone, pardon. Parce que mon téléphone, c'est là, c'est un choronco, un genre là. Je pensais que, bon, en fait, j'ai eu une histoire un peu bizarre, il faut le dire. Je me suis fait voler tous mes téléphones et mon ordinateur portable au Rwanda. Je n'en parle pas encore parce que j'ose croire que je ne me trompe pas, enfin que je me trompe. J'ose croire que je me trompe sur ce pays qui m'a accueilli et que j'adore. Vous savez que j'y vais régulièrement, mais c'est juste un petit aparté. J'ai eu quelque chose de terrible. L'appartement où j'étais, enfin, j'ai pris un appartement dans une concession, il y avait d'autres appartements, un quartier chic, bien fait, vous voyez,
les gens font, alors... Mais un voisin m'a cambriolé la nuit. Il m'a cambriolé parce qu'au petit matin, je cherche mes téléphones, je ne vois aucun de mes téléphones. Aucun des téléphones. 3 téléphones. Et mon laptop, mon ordinateur portable. Plus d'autres documents. En regardant, en se levant, en fouillant partout, je me rends compte que la porte de la cuisine est ouverte complètement. Et elle donne sur un couloir qui va vers un studio. On ne savait même pas qu'il y avait un studio de ce côté-là, donc de quelqu'un qui est plutôt dans un studio au fond. Et le déroulé de ça, je ne parle pas de ça maintenant, c'est juste pour faire un aparté, c'est que le passeport a été retrouvé sur un voisin. Passeport déposé là-bas par le fameux voisin dont son studio donne sur le couloir où il y a la porte de la cuisine. La police est venue après, j'ai fait constater la présence du passeport hors de la maison, mais plutôt dans le recoin d'un voisin. Et le comportement des autres voisins était tel qu'il y avait une complicité. Mais ce monsieur qui a été amené à la police avec nous, ce monsieur a été libéré ce soir-là. Il n'a pas fait la garde à vue, il n'a fait rien. Et rien n'a été mené. Rien. Au Rwanda. L'attitude de l'enquêteur, si c'est au Cameroun, vous dites que bon, le gars, on a donné l'argent. Mais non. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est seulement l'attitude qui donne une certaine indifférence vis-à-vis des étrangers. Or, j'ai pleuré, je dis qu'attendez, au-delà même de la valeur des téléphones, au-delà même du fait que l'un des 3 téléphones, quand même, c'était un investissement très important. Mais ça reste que des objets. Mais le contenu, ben, aujourd'hui, on fait tout dans le dématérialisé. Les dossiers des patients, des machins, tout, ordinateur, téléphone, tout est dedans. Les logiciels pour l'analyse de certains examens, tout dedans, parti. Et ça, ce sera pour vendre à combien? Pour vendre à combien? Rien. On vous fait du mal comme ça, là. Et là, vous avez de l'indifférence de la part des gens qui sont censés vous protéger. Or, on est dans un pays qui est tourné essentiellement vers le leadership étranger. Venez. Mais venez, oui, normalement. Mais c'est vrai que quand je parle de ça à des personnes, là-bas, on est étonné, on dit que non, quand même, oui, mais ça veut quand même, là, le faire là, et le dossier n'avance pas vraiment. J'ai dû taper un peu plus fort, plus haut, la direction de la sécurité. Vous appelez ça le RIB, Rwanda Intervention Bureau. Donc, c'est votre histoire, c'est un peu comme votre DGSN du Cameroun. Et que si ça n'avance pas, ben, je vais demander à rencontrer M. Kagame pour qu'on m'explique comment dans un pays qui accueille les étrangers, qui vient, et en plus, bah, je ne vais pas là-bas par rapport à une certaine utilité pour ce pays, quand même, on fait comment? Et donc, ayant perdu tous mes 3 téléphones, là, j'étais coupé du monde, il fallait dans l'urgence là, prendre un truc. Bon, j'ai pris un churro cola
Je pensais même que c'était un vrai téléphone, mais bon. Donc là, YouTube, je ne vous vois même pas. Je ne vois pas vos commentaires ici, là. Pourtant, j'ai souvent vu les commentaires ici, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, tu vois, c'est le téléphone qui, un jour, ça marche bien, un jour, c'est malade, c'est en agonie, un jour, bon, voilà, donc ça fait ça. Donc, voilà un peu le téléphone d'un doc. Donc, faut me penser, comme on dit, au quad. Faut me penser, là. Si quelqu'un me lance même un vrai téléphone, là, je vais pas dire non. Bon, donc, tout ça, c'est pour vous dire que le pays est structuré, organisé. Le régime a mis en place une approche pour maintenir le peuple dans l'ignorance, dans la docilité. Dans la docilité. On vous fait peur ici, on vous menace là, et de l'autre côté, on vous éduque à comprendre que on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Et ce n'est pas par hasard que vous avez sur les plateaux télé camerounais des spécialistes de l'explication de toutes les forfaitures du régime. On va toujours vous expliquer qu'on est dans le meilleur des mondes possibles. Vous pouvez avoir n'importe quel scandale, n'importe quel dysfonctionnement au Cameroun. Vous avez des gens qui sont à l'aise à écumer des plateaux où ils sont des invités d'office. D'ailleurs, même si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas ne pas les recevoir. Parce que vous savez quand même que ce qui est une spécialité camerounaise, dans tous les débats au Cameroun, il faut qu'il y ait toujours un membre ou un sympathisant du pouvoir en place. Toujours. On vous impose ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez avoir un débat, un média, un journaliste décide que bon, moi, je ne veux pas les gens qui vont toujours venir nous raconter les mêmes choses là. Le pays n'avance pas. Ils ont maintenant pour spécialité de venir expliquer l'inexplicable. Alors que le pays n'avance pas. Donc, on va faire avec la société civile et les partis d'opposition. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On vous donne toujours quelqu'un et d'ailleurs on vous impose la personne. Et vous avez donc aussi des faux consultants là qui semblent être juste des consultants, ils sont neutres et tout, alors que en fait, c'est des envoyés de Paul Biya pour venir expliquer au peuple, etc. Il y a des gens qui nous ont expliqué que le tour d'athlétisme là, tout ce qui s'est passé là-bas, non, à la limite même, on va vous dire que non, c'est pas le Cameroun qui organise, c'est la Confédération d'athlétisme. Le Cameroun est seulement là pour... Il y a des choses comme ça. On vous dit ça. Mais le jour où c'est bien organisé, on dit que le Cameroun a bien organisé. Le jour où le Cameroun foire l'organisation, oh non, ce n'est pas nous, c'est... Il y a des gens qui sont là pour vous organiser ça, pour vous dire ça. Et vous pensez qu'ils le font juste comme ça, là. Les gars sont payés. Et ils sont payés avec votre argent. Avec notre argent. Ils sont payés. Les consultants du RDPC, que vous voyez écumer tous les plateaux, il y a des gens, ils n'ont plus de boulot, hein. C'est seulement, bon, aujourd'hui, il est dans telle radio, dans l'autre radio. Demain, il est sur, comment on appelle ça, là? Sur tel média. Après, demain, il est machin, tout là. Le gars n'a plus de fonction. À passer, et Dieu sait c'est le nombre de médias qu'il y a au Cameroun.
les radios privées, les machines, même les radios qu'on n'écoute pas. Mais quand même, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont écouter. Et ils sont là-bas, ils participent. Vous pensez que quelqu'un qui ne reçoit rien va faire ça? Que lui, sa vie ne donne pas. Il va faire ça. Il fait ça parce que ils émargent. Ils ont ce qu'on appelle les perdièmes, mais c'est plus que les perdièmes, c'est des salaires. Pour venir raconter des bêtises. Pour vous faire croire que tout est beau dans le meilleur des mondes. Que le Cameroun est gouverné. Mais gouverner comment? Par quoi? Gouverner, ce n'est pas venir sur les plateaux dire que non, machin, truc. Vous voyez, les chauffards, ils sont là. Dès qu'il y a quelque chose, les Obama, les machins, regardez, les jeunes Obama, Yves Abama vient vous dire que vraiment, les chauffards, les gens sont irresponsables, sont machin, truc et tout ça là, à propos de l'accident qui a emporté Nguemo, Landry Nguemo. Le réflexe du pouvoir de Paul Biya, un pouvoir incapable de faire quoi que ce soit, incapable. La seule chose qu'ils peuvent maintenant faire, c'est essayer de mettre dans votre ciboule que non, c'est le MS là, ils vont faire quoi? Ils peuvent quoi? Quelqu'un n'a même jamais essayé. Vous dites qu'il ne peut pas. L'APC, l'AP machin, truc là, le stand-up Cameroun, machin, tout ça de partage, ils vont faire quoi? Mais les gens ne peuvent pas. Ils n'ont jamais essayé. Vous dites qu'ils ne peuvent pas. Vous êtes là depuis 42 ans. Vous n'avez jamais rien fait. Mais il faut que vous soyez toujours là. Et quand vous êtes incapable de faire quelque chose et qu'il y il y aura toujours des catastrophes. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de venir vous expliquer que, non mais, donc c'est la nature qui fait ça, ben, c'est l'Ukraine, ben, tu vois, maintenant les Ukrainiens sont venus faire la guerre avec les Russes et tout, c'est à cause de ça. Il faut toujours vous expliquer. Maintenant, on nous explique que Landry Nguemo, il est mort parce que un chauffard, les machins, trucs, les vitesses. Mon frère, ce genre d'accident n'aurait pas lieu en Côte d'Ivoire. Landry Nguemo serait un ex-footballeur ivoirien. Il ne serait pas décédé. Il faut qu'on se dise les vérités. Peuple camerounais, cessez d'accepter l'inacceptable. Maintenant, vous avez dit, bon, tu as dit ça, tu es là-bas, tu as fui, on fait comment? Je rappelle que j'étais au Cameroun, je bavardais, hein. Et il y a des gens au Cameroun qui parlent. Mais c'est une minorité qui parle, qui dénonce. On va dire quoi? Les Kenyans font comment? Les Kenyans font comment? Pour faire trembler le président Ruto, qui finit par faire que, oh, je vous ai compris, non, on ne mente plus, machin, tout là. Les Kenyans font comment? Quand il faut dire que, oh, non, on va à Kekem, on va bouger là, on va machin, tout là. Mais allez bouger à la poste centrale pour dire que non, la CNI à machin, tout là, c'est pas possible. Allez dire ça. Elle dit ça. Mais non. Les gens sont là. Donc, je vous disais que ces consultants du RDP, ce que vous voyez là, c'est des bandits, c'est des voleurs. C'est-à-dire, ils ne viennent pas parler comme ça là, juste parce qu'ils ont la conviction, c'est qu'ils ont faim. Et ils mangent à la sueur de vos fronts. C'est quelqu'un qui a été un habitué des plateaux camerounais.
et que j'ai refusé. À la faveur, à la suite de mon... même quand Equinox a voulu me faire zigouiller, quand le bon mes gars vient raconter des bêtises, quand Equinox a voulu me zigouiller, en complotant avec le recteur, jusque-là, il m'invitait, hein. Après l'épisode là, Equinox m'a invité dans plusieurs plateaux, là, j'ai refusé. Comme les fanatiques d'Equinox sont là, on t'a donné la visibilité. Un média camerounais donne la visibilité à un expert. Quelle a eu visibilité? Quelqu'un qui écume les plateaux occidentaux. C'est sur Equinox que je viens prendre ma notoriété. Quel est le plateau ici en France, en termes de catégorie? J'ai pas encore été. On m'invite parfois, je refuse. Parce que je n'ai pas que ça à faire. C'est Equinox qui vient donner la visibilité à Aimé Boni. Un média où, quand vous voyez même les conditions de travail des gens, vous dites qu'on est dans un pays de sorcellerie. Ce n'est que la frappe. Et donc, il a fallu qu'à un moment donné, j'annonce dans les médias. Ne m'invitez plus, je ne viens plus. Vous n'avez pas été solidaire à moi, personne n'a réellement parlé de ça. Pas plus tard que, là encore dernièrement, à la faveur de la conférence internationale sur les vaccins au Cameroun, en Afrique, organisée par la France et puis l'Alliance sous la bannière de Bill Gates et autres. Un média a voulu que j'intervienne. Et un média, ici en France, à diffusion panafricaine, m'a appelé pour intervenir. Bon, après, ils ont eu des soucis, ça s'est plus fait, mais voilà, donc moi j'ai des sollicitations, je n'attends pas Equinox, je suis désolé. Donc, ils ont toujours voulu m'inviter. C'est moi qui ai refusé. Et vous avez donc des gens, je vous parle en tant que quelqu'un qui connaît les plateaux. Ces gens-là, vous voyez quelqu'un comme Yves Abama, ou encore, ils ont d'autres jeunes là, c'est juste les jeunes là, très nerveux là. Pas sur à mentir. Les autres m'ont cessé de mentir, parce qu'ils sont déjà assagis, comme comment il s'appelle? Le gars Bassa là. Celui qui a la nationalité française, on a refusé qu'il soit candidat à la députation. Je vais regarder là-bas, parce que c'est que vous avez écrit là-bas, moi je suis en train de vous voir. Donc, eux, maintenant même quand c'est flagrant, ils vous disent, mais les jeunes là, mais quand vous sortez du plateau, hein, quand vous sortez du plateau, les gars, quand vous sortez du plateau, les gars vous disent, dis donc, pauvre, on fait comment? Dis donc, nous on sait que ce n'est pas bon, mais on va faire comment? Ça, c'est la réaction de la plupart. Ne les voyez pas là, les mécas, les machins, tout et tout, les maîtres, bref, tous ces avocats du RDPC là, tous, quand on finit le plateau, on est déjà là, dehors, à taper les divers. Les gars te disent que, disons, on va faire comment? On est obligé de parler comme ça là et tout. Vous voyez donc que nous sommes dans le banditisme, non? C'est le genre, je mange ma part, le Cameroun peut se gâter, ce n'est pas grave. Et ils reçoivent donc leur argent. Jetons de présence. Tous, chaque jour qui sont sur les plateaux. Ils ont toute une organisation. À la tête de ce trafic-là, vous avez Famen Dongo, qui est le responsable de la communication du RDPC. Des bandits.
Nous sommes dirigés par des bandits. Ils recrutent donc les petits jeunes là, désœuvrés qui ne valent rien, les Abama et tout ça là, pour venir aboyer sur les plateaux. Pour venir nous expliquer que vraiment les gens aussi doivent être disciplinés. Vous avez déjà vu qui est discipliné? On est discipliné où? Dans la conduite. C'est en France, en Allemagne, où? On est discipliné où? L'être humain est comme il est. Vous aurez toujours des fous, des irresponsables, des gens qui boivent. Est-ce que on ne sait pas qu'il est interdit de conduire étant sourd, ayant bu? Mais qu'on dise alors aux gens que bon, écoutez, soyez responsables, ne buvez plus avant de conduire. S'il n'y aura pas seulement des catastrophes ici là-dehors. Mais les Occidentaux, des pays sérieux, ont mis en place des mécanismes de répression. Où de temps en temps, il y a des radars, il y a un machin truc. On t'appelle, on te chope, allez, tu fais éthylotest. On voit machin truc et tout. On te retire ton permis, on te retire. C'est la répression qui permet la discipline. Faut pas croire. Donc, quel est cet État qui compte simplement sur le sens civique de ses citoyens? Quel citoyen? Le Camerounais peut être discipliné. Le Camerounais. Ça va commencer comment? Donc, l'État met en place des moyens, parmi lesquels la construction des routes à double sens. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir un accident sur où il y a une collision parce que vous avez des pistes. Et vous venez rapidement. Ces gens-là viennent donc vous expliquer des choses et les gens croient même. Les gens, le peuple camerounais. Je vous donne une piste de rébellion. Les gens doivent faire des motions auprès des médias camerounais. Des motions, on dit, écoutez, nous, téléspectateurs, nous sommes fatigués du mensonge d'État et de l'État par ces communicants véreux, qui d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, arrondissent leur fin du mois, si ce n'est même leur salaire essentiel, en venant nous mentir sur les plateaux. Parce qu'ils sont payés. Nous ne voulons plus les communicants du RDPC. C'est le RDPC qui est au pouvoir. Donc, il est comptable de notre situation. Et elle n'est pas bonne. Donc, on ne vous voit plus. On ne veut plus entendre vos explications abracadabrantesques. On ne veut plus. Or, si vous les invitez toujours, on ne vous regarde plus. Le peuple doit être discipliné, doit former un. Si des gens commencent par ça, ou les médias, on nous envoie, non, on vous envoie, c'est votre problème. Dites que non, on ne veut plus. Puisque vous faites ça, vous hésitez pour nous. Donc, on ne suit plus. On va simplement aller vers les médias qui font des débats où il n'y a pas les gens, les rifoués, vous les connaissez. Tous ces tintins. Tous ces tintins qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien si ce n'est à être hostile à la nation, au peuple. Donc on dit, on ne vous veut plus. Si parfois ici, bipez-moi ce jeune homme que j'aime bien. Et d'ailleurs, on a vu comment il a fait monter son média Info TV qui dormait, qui machin, qui aujourd'hui a supplanté Vision 4, Canal Equinox, Canal Tout le Monde, puisque, d'après ce que je ne sais pas si c'est vrai, mais on a dit qu'apparemment dans un sondage récent, c'est le média numéro 1. Parce qu'ils ont de bons débats. Ils ont un bon consultant, enfin, de bons consultants. Quand je dis bon consultant, j'enlève Méon. Et on dit à papa ici, ton Méon là, Marcia Onangini, dont le père a fait du mal à la République, parce qu'il est comptable du pouvoir de Paul Biya, qui a décrié
le pouvoir de Paul Biya pendant des années pour aujourd'hui venir tout justifier, même l'injustifiable. On dit parfois ici, tu en as fait ton consultant jusqu'à, avec des expressions, le meilleur analyste, c'est quoi là, ces titres-là, de tous les temps, de ces 20 dernières années. Parfois ici, c'est une hostilité à la nation. Je suis désolé. Tu ne peux pas dire ce genre de choses en étant sérieux. On a vu, Mathias Onangini, nous sortir la théorie du chaos lent. Où est passé le chaos lent? Pourquoi il ne parle plus du chaos lent, qui est devenu même aujourd'hui un chaos rapide? Où est passée la théorie de durer au pouvoir pour durer, pas pour développer le pays? Comment il peut aujourd'hui être à l'opposé de cette théorie antérieure, alors que rien n'a changé en bien? Les choses sont empirées. Mais aujourd'hui, justifie tout, avec pour récompense un poste de vice-recteur d'une université. Et d'ailleurs, et ça c'est notre imposture camerounaise qu'on ne comprend pas. Monsieur le recteur. Mais pourquoi les Camerounais aiment les titres et aiment même l'usurpation des titres? Mais on est vice-recteur, on peut dire monsieur le vice-recteur. Pourquoi on ne dit pas monsieur le vice-recteur? Pourquoi il faut dire monsieur le recteur? Si bien que si un étranger là écoute le tout là, il va dire que ben, il est recteur. Alors qu'il n'est pas recteur, il est vice-recteur. Et ça, voilà la mentalité même des journalistes camerounais. Un journaliste, c'est quelqu'un qui donne une information exacte. On appelle Meillon sur le plateau, monsieur le recteur. Et on dit donc, parfois ici à Info TV, si Meillon est sur ton plateau, ben nous on zappe. Parce qu'on estime que voilà quelqu'un qui participe à la décrépitude de la nation camerounaise. Toute personne qui va justifier l'injustifiable dans la gestion du Cameroun est un ennemi de la nation et on ne peut pas le suivre. Cette action citoyenne vis-à-vis des médias va déjà être un déclic. Le peuple doit apprendre à être discipliné, à être solidaire. Sinon, nous n'aurons que nos larmes pour mourir, pour pleurer. Parce que tout est fait, tout est organisé, même dans ces médias-là, à pouvoir embellir un pouvoir maléfique. Et comme la plupart des Camerounais sont pas éduqués, n'ont aucun niveau, ne peuvent donc pas faire la différence entre le vrai et le faux. Badiek va venir nous dire que même aux États-Unis, on vole et les gens vont croire. Abama va venir dire que non, c'est vous qui êtes indisciplinés. Les gens vont croire, moi je dis que finalement, c'est même pas la faute à l'État. Landry Ngemo, il est décédé juste par la faute d'un chauffard à qui on enlève le permis, sa compagnie, on retire le permis pendant un mois et machin. Regardez-moi un peu les solutions de rabotage, de rafistolage d'un État. Regardez. Donc, je vais donc enchaîner sur le troisième et dernier point, mais je vais d'abord regarder s'il y a Félix, salam à toi. Oui. Voilà, nous dit Meka, Maître Biliga, Abama, Rifoué, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont hostiles à la nation. Oui, c'est un, je parlais de Hervé Com. Hostile à la nation. Hostile. Moi, j'avais déjà dit, dans des échanges avec ces gens-là, j'ai dit que le jour où le pouvoir va basculer, vous là, le peuple va vous chasser, vous pourchasser. Vous allez simplement fuir le pays. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui mangent, qui volent. Les femmes Ndongo, les Grégoire Ona et consorts. Mais vous avez une autre catégorie. Ces jeunes communicants laboyeurs,
les gens qui essayent de donner un bon visage au pouvoir vampirisant. Ils devront fuir. Les Valérie Mandengue, machin des consorts, c'est des jeunes. Regardez le comportement. Donc je vous dis encore, peuple, vous qui êtes là avec moi aujourd'hui, vous êtes aussi le relais de ma petite connaissance, mon petit leadership. Nous sommes ensemble. Relayez l'information. Ventilons cette information. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, hein, on ne cesse simplement d'être là, se plaindre, aboyer. Il faut qu'on essaie de trouver des solutions à nos problèmes, à notre problème. Et je dis encore que ça m'est venu comme ça spontanément. Formons un collectif pour demander aux médias. On ne veut plus les communicants du RDPC sur les plateaux. On sait déjà ce qu'ils sont capables de faire, puisque c'est eux qui sont là. On veut maintenant les gens qui peuvent nous apporter d'autres solutions. Vous, on vous connaît déjà, c'est vous qui avez le pouvoir. D'ailleurs, on sait que vous voulez confisquer ça en 2025. Donc, ça ne sert à rien de venir nous expliquer. Vous nous expliquez même parce que vous n'avez pas besoin de nous expliquer. Puisque de toutes les façons, on ne peut rien. On ne va pas venir vous déloger de tout par force. Donc, et ne gaspillez pas notre argent à venir, à vous faire payer, à venir nous raconter des bêtises dont on ne croit plus. On ne veut plus. Donc, médias, vous les invitez, on zappe. Ben, on n'est pas obligé de regarder les émissions, les débats dominicaux du Cameroun. Hein. On n'est pas obligé. Puisque finalement, c'est même souvent trop insipide. Il n'y a rien là. Donc, parfois ici, fais pas ton malin. Enlève nous meillons. Enlève-le. Il ne nous sert à rien. Ton badjek là, docteur colonel, il est mauvais. Il est mauvais, il est pas bon, il raconte rien de bon. Il est mauvais. On ne le veut pas. On ne vous veut plus. Voilà. On parle de la CNI. C'est le dernier sujet, la CNI. Moi, j'ai essayé de me renseigner sur l'histoire de la CNI. Le Cameroun s'en remet à une expertise étrangère pour fabriquer la CNI. Au Cameroun. Indépendant depuis 1960, ayant eu une tradition à fabriquer de manière certainement artisanale, manuelle et tout, les cartes nationales d'identité, jusqu'à une certaine époque, le Cameroun a décidé de basculer vers la numérisation, vers les empreintes numérisées et autres, et de faire les choses un peu comme ailleurs. Ok. Le Cameroun a donc décidé de vendre ce projet, de le donner à une expertise étrangère sur quelque chose qui ne relève pas de l'extraordinaire. Fabriquer une CNI, numériser les données au bénéfice d'une population. Un pays incapable de le faire, incapable de mobiliser son expertise nationale, qu'elle soit endogène ou de la diaspora. On a des écoles, on a des grandes écoles, on nous dit que Fameno nous dit que le pays va très bien. On n'est pas capable de faire ça. Et on donne ça à qui? Comme toujours. On confie ça
à un consortium de germano-portugais avec lequel on signe une convention depuis déjà un certain temps pour la fabrication des passeports d'abord et ensuite aujourd'hui les CNI. Bon. Moi, il y a deux informations que je vais vous apporter. Je suis allé consulter, voir déjà c'est qui ces gens-là. Parce que vous savez, les Africains ont souvent la mauvaise manie de confier leur destin à des entreprises de second niveau, parfois obscures, opaques, simplement parce que ils sont installés dans un pays, un bon pays, des Blancs, et tout, on vous donne le truc. Alors que, localement, il y a des gens qui ont la même expertise. Parce que c'est des gens qui ont même fait les mêmes écoles que les autres. Après, ils sont rentrés dans leur pays, ils ont créé leur structure, mais on ne leur donne pas le marché. J'en veux pour preuve l'histoire de la CAN de Côte d'Ivoire et le problème de la billetterie qu'il y a eu. Parce que avoir des billets en ligne, c'était seulement la sorcellerie. Parce que l'application le site qui était dédié à l'achat des billets de la CAF était défectueux à mort. Vous avez vu l'histoire des billets à la CAN et tout. Moi, j'ai passé toute ma vie à un point de vente à la poste et tout. Pour essayer de... Parce qu'on me dit ça vient pas, machin, tout. Vous partez sur les sites, vous mettez votre nom, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Vous arrivez à une étape où déjà ça mouline. Et c'est un des membres du comité d'organisation qui m'avait expliqué que l'histoire là, c'est seulement la sorcellerie. C'est une entreprise française obscure, là, dans la région parisienne, qui avait gagné le marché et qui était incapable d'offrir un service efficient. Vous allez voir, c'est 2, 3, un tondu, 2 pelés, machin, truc qui ont ouvert leur petit truc là, ils ont eu un bon filon là, avec un dirigeant de la cave qui les a, machin, truc et tout, et après, ça passe par les histoires des retours, commissions, les machins, trucs, ils ont fait ça. Voilà comment, malgré l'intervention même, je crois, du Premier ministre ivoirien, l'histoire de la billetterie de la CAN. On a dit que la CAN c'était la meilleure CAN, oui, mais au niveau de la billetterie, c'était de la catastrophe. Catastrophe. Et ça a été donné à une entreprise française. Moi, je suis donc allé un peu regarder, c'est quoi cette histoire de Authentic. Et vous irez sur le site de cette entreprise-là, Authentic quelque chose, qui a signé la convention avec le Cameroun. Et donc, sur le site officiel de cette entreprise allemande, vous allez voir effectivement, Yaoundé, le 18 septembre 2020, vous allez voir une image de Mbagangele là-bas. Comment il est en train de signer avec les Allemands une convention pour donner aux Allemands la vie des Camerounais, les données camerounaises, la biométrie de la population camerounaise. Voilà. Donc, ces gens-là, alors, si vous partez sur ce site-là et vous tapez news, on vous dit donc, on va vous dire exactement quelles sont les news de cette entreprise allemande qui va construire
des centres de machin truc, de collecte, de machin truc, dans tout le Cameroun, ils vont construire, bon, parce que donc, construire quelque chose là, ça dépasse le Cameroun. Il faut que les Allemands viennent construire, équiper, former et tout. Donc, eux, cette entreprise, quand vous partez sur leur site et l'onglet news, les nouvelles, il n'y en a pas 1 million, hein. Il n'y a pas 1 million de nouvelles. Et dans ces nouvelles-là, vous allez voir que c'est essentiellement que le Cameroun. Ogentic signs contract with Cameroon for modernization of national ID system and infrastructure. Voilà, ça c'est la nouvelle récente. Après, vous parcourez, là encore, vous aurez, parce qu'il y a le drapeau du Cameroun. Production starts for Cameroon's new generation of biometric passport. Voilà, il y aura ça. Il y aura encore successful fact. Ogentic has successfully completed the factory acceptance test for Cameroonians new generation biometric passport. Voilà. On parle que du Cameroun. Dans une entreprise allemande qui est susceptible d'avoir pignon sur rue, qui signe une convention avec le Cameroun. On ne parle que du Cameroun. Bon. Peut-être pas que le Cameroun. Il y a un deuxième pays avec lequel Augmentic là a signé des conventions. Un deuxième pays. La France. Non, je blague. Le Canada. Moi-même aussi. Comment est-ce que je blague beaucoup comme ça là? Le Kosovo. Le Kosovo. Vous connaissez le Kosovo? L'ancienne Yougoslavie, machin truc divisé en petits pays et tout. Le Kosovo qui a quand même connu la guerre, qui a été malmené par les Serbes et tout ça là. Le Kosovo. Donc, petit pays, petit PIB en Afrique, en Europe centrale ou de l'Est, je ne sais même plus trop, mais le Kosovo. Donc, cette entreprise allemande n'a que deux partenaires en tant que pays, le Cameroun et le Kosovo. Ben, vous imaginez qu'ils ont un département de marketing, de démarche. Donc, ils ont démarché tous les pays africains. Il n'y a que le Cameroun. Il n'y a que le Cameroun. Bargangele est donc parti faire sa mafia avec une entreprise qui n'a même pas un marché allemand. Cette entreprise n'a pas signé une convention avec le gouvernement allemand. Hein. Non. Pas avec le gouvernement allemand. Pas avec un pays de l'Europe de l'Europe de l'Ouest. Pas avec un pays sérieux. Juste avec le Kosovo et le Cameroun. Oh, et en plus, ils nous disent que en 2 jours, en 48 heures, ils nous donnent des trucs. 48 heures, bon, ok, peut-être. Mais je tiens à vous rappeler que en France, l'établissement de la carte nationale d'identité, c'est entre 7 jours et 21 jours. Pas 48 heures. Hein. 7 jours et 21 jours. Et qui est le fabricant des cartes nationales d'identité au Cameroun? En France.
Qui a conçu cette nouvelle carte en France? Qui a conçu? Le pilotage de la conception de la nouvelle carte d'identité a été assuré par la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Et l'Agence nationale des titres sécurisés. Et l'Agence nationale des titres sécurisés. Vous voyez un peu les organismes qui s'occupent de ça en France. La Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, c'est-à-dire que là, on a affaire quand même à la vie des citoyens, à des données essentielles, importantes. On ne peut pas confier ça. Donc, il faut un cadre juridique. La Direction des libertés publiques et des affaires juridiques et l'Agence nationale des titres sécurisés. Parce que c'est un titre qui doit être sécurisé. Donc, vous imaginez que les Français ne vont pas confier ça à une entreprise privée ou à une entreprise étrangère. Et donc, qui va produire la nouvelle carte? Enfin, qui produit? Parce que là, c'était quand on était encore dans le projet. Qui produit la nouvelle carte en France? La production de la nouvelle CNI est confiée à l'Imprimerie nationale, entité déjà en charge de la production des passeports français. Imprimerie nationale. Il n'y a pas une imprimerie nationale au Cameroun. Je crois savoir qu'il y a une imprimerie nationale. Pourquoi confier un service aussi sensible d'un pays à des privés allemands? Pourquoi? Des gens qui n'ont aucun contrat sérieux en Allemagne et d'ailleurs nulle part dans le monde en dehors du Kosovo. C'est eux qui viennent avoir la vie des Camerounais en main. Peuple camerounais. Nous sommes dirigés par des anti-républicains, par des villageois. C'est des villageois. Oui, c'est des villageois, des gens qui peut-être ne savaient même pas que ces gens-là, que c'est tellement un Camerounais qui est lui-même dans sa frappe, là en Allemagne, qui a peut-être le cousin de GSN, machin, truc là, ami, bon, trouver un contact là, on dit, machin. On sait que c'est comme ça. C'est pour ça que ça s'est passé pour les faux ordinateurs de Famenne Ndongo. Hein. C'est un gars aux États-Unis qui a eu sa connexion et machin, truc là, il est venu proposer une frappe à Famenne Ndongo. Ils ont vu comment on va manger des milliards. Voilà. C'est un individu qui vit aux États-Unis. L'histoire des portables jetables de Paul Biya aux étudiants de l'université camerounaise. C'est un Camerounais qui vit aux États-Unis qui a porté le faux projet là, qu'il a vendu. Parce que quand vous êtes intelligent au Cameroun, vous avez un truc là, un bisgo, machin, tout là, avec les étrangers, tout ça là. Vous venez, vous présentez ça bien à ces gens-là. Dès que vous leur démontrez comment ils vont manger leur part, mais les gars, ils ont les oreilles qui deviennent comme ça là. C'est ça. Famenne Ndongo a entendu que les milliards, on peut sortir, c'est tout ça là, on arrange ça que, oh, Paul Biya encore, là, sa magnanimité, machin, truc et tout ça là. Attends, tu prends combien, bon, je prends combien, machin, tout ça. Le gars, il est aux États-Unis, il est milliardaire là-bas, tranquille. Il a déjà fait son bisgo, ni vu ni connu. Voilà comment c'est tellement un autre individu, peut-être vivant en Allemagne, est venu présenter un faux truc, un faux projet au patron de la police camerounaise qui est rentré dans son business là-bas. On dit que 90% des bénéfices vont retourner chez ces gens-là. Pour avoir fait quoi? Est-ce que c'est compliqué? On a une imprimerie nationale. On a des informaticiens capables de gérer le truc. Il y a le papier, il y a, enfin, c'est pas trop, la matière pour fabriquer, c'est pas extraordinaire. C'est pas ça qui peut dépasser un pays. Où est la souveraineté camerounaise quand on fait ce genre de choses? Voilà. Donc, c'était simplement pour vous dire que on va
de scandale en scandale, de vol en vol, de gabégie en gabégie. Et ne pensez pas que votre quotidien va s'améliorer dans ces conditions. Hein. C'est pas possible. Chaque jour, on vous spolie. Chaque jour, on vous spolie. Si aujourd'hui, vous mangez 1000 francs, sachez que demain, c'est 800. Après demain, c'est 600. Ainsi de suite. Donc, à un moment donné, vous n'aurez même plus de quoi manger et vous allez mourir de famine. C'est la famine qui va avoir raison du régime. À moins d'avoir un sursaut d'orgueil et de dire que bon, là c'est bon, là on n'en peut plus. On fait comme les Kenyans. Ok les amis? Voilà. Donc, alors, je vois là, il n'y a personne qui veut monter. Et je réponds rapidement à quelques... S'il y a des questions, je réponds et après on se sépare. Après on se sépare parce qu'effectivement, il se fait tard. Félix me dit, bro, toi et moi, on a un problème. Quel problème on a? Mon cher frère. Quel problème on a? Ben, si on a un problème, tu me le dis, soit en eBay ou je ne sais pas trop comment, mais je ne savais pas qu'on avait un problème. Ok. Bon, là, est-ce qu'il y avait des trucs pour moi, ça passe. On vous écoute, comparé, voilà, bonsoir pauvre. Nous devons regarder les deux paramètres, ou bien ce n'est pas ça. Bon, alors, ça c'est une question par rapport à la santé là. C'est Leslie Loveline qui disait bonsoir pauvre. Mais nous devons regarder les deux paramètres, systolique et bon, c'est diastolique. Ou bien ce n'est que la systolique qui est importante. Non, les deux paramètres sont importants, bien sûr. L'appareil vous donne 3 mesures. 3 chiffres. Le chiffre d'en haut, c'est la systole, la systolique, la pression artérielle systolique. Le chiffre du milieu, c'est la pression artérielle diastolique. Et le troisième chiffre, c'est la fréquence cardiaque. Donc, il faut toujours, parce que l'hypertension artérielle, c'est soit les deux premiers chiffres, donc la systole et la diastole, qui sont élevés, soit c'est l'un des deux. Ça peut être simplement la systole, on va parler d'hypertension artérielle systolique isolée, ou encore ça peut être même, la systolique peut être normale, mais la diastolique élevée, ça aussi ce n'est pas bon. Donc, il faut regarder les trois. Enfin, les 3 paramètres, dont la fréquence cardiaque aussi. Alors, donc, il y a quoi d'autre? Bon, ok. Alors, je vous remercie. Je vous remercie pour cette convivialité, pour ce partage, cet échange, voilà, d'idées, de commentaires. On va donc essayer de faire ça tous les dimanches, mais ça c'est parce qu'il y a eu le championnat d'Europe qui se passe, mais idéalement il faudrait qu'on le fasse quand il est 18h au Cameroun. 18h au Cameroun, 2 heures de direct, ce serait pas mal. Et puis le mercredi, par contre, c'est quand il est 21h au Cameroun. Je pense 21h au Cameroun. On essaie aussi de faire 2 heures de direct. J'espère qu'on va tenir. Je vais tenir jusqu'à l'élection présidentielle. Parce que le but ici, là, c'est d'essayer d'apporter notre petite touche. Pas seul, hein. En plus, aujourd'hui, bon, la personne n'a voulu monter, mais il faut que ce soit plutôt un dialogue. Voilà, où on va discuter ensemble pour sensibiliser la population. Apporter notre petite part dans la sensibilisation de la population. Essayer de décortiquer l'actualité et démanteler la tromperie de ceux
qui confisquent notre avenir entre leurs mains. Mais aussi exiger de l'opposition d'avoir des positions qui concourent à faire partir le pouvoir, le régime du pouvoir. Car sans une opposition disciplinée, forte, déterminée, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et moi, je fais partie des gens qui estiment qu'on ne peut pas dormir sur nos lauriers. On ne peut pas se contenter de penser que ce qu'on fait est bien. On ne peut pas faire autrement. La remise en question est essentielle dans la lutte pour la conquête du pouvoir. Alors, les gens qui sont tout le temps en train de refuser qu'on apporte des critiques sur telle ou telle approche et tout ça là, honnêtement, ce ne sera pas avec moi. Parce que si on était déjà bon comme ça là, je pense qu'on ne serait pas là où on est. On aurait déjà chassé ces gens-là. On n'a pas encore réussi à les chasser. Donc, il faut qu'on se batte. Donc, ceci dit, je vous dis merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous et à bientôt. Ciao, ciao.